Alors, Mariana Perissanou est docteur en littérature comparée, a été professeure invitée à l'Université d'Artois à Arras en 2002-2010. Et sa communication portera sur Istrati parmi les écrivains reçus dans l'atelier de Brancusi. C'est bien ça. Voilà. Je parlerai d'un personnage peut-être un tout petit peu plus connu que Peltz par tout le monde. Il s'agit de Brancusi, ce grand sculpteur roumain qui... cet été, il y a eu à Paris, on le sait bien, une superbe exposition Brancusi qui a rappelé un peu tout ce contexte et puis la grande valeur de Brancusi. Donc, Istrati n'a pas beaucoup collaboré avec Brancusi, mais quand même, il a été dans son atelier et ce sont les souvenirs de Marga. Mais je voulais rappeler le contexte, c'est qu'en 1957, il est mort, Brancusi, et il s'éteignait dans son atelier parisien au milieu de ses sculptures. Je n'ai pas fait un PowerPoint, mais je vous ferai circuler quelques photos à propos de Brancusi et des ministres. Donc lui, dans son atelier, est-ce qu'on peut m'aider un peu pour que ça puisse circuler Merci. Je m'excuse. Alors, je pense que vous verrez les photos mieux. Donc, lui est dans son atelier, qui était un espace fabuleux et vivant, qui donnait à chaque sculpture son poids, son élan, son silence. La muse endormie qui se balance, le nouveau-né qui se repose, le phoque qui d'un coup de queue fend la vague, l'oiseau dans l'espace qui fait grésiller l'air autour de lui. C'est une sculpture assez connue, l'oiseau dans l'espace. Voilà, là, il y a ces deux photos une photo d'abord de son atelier, l'oiseau dans l'espace, avec cette courbe vraiment exceptionnelle. Beaucoup de sculpteurs et d'artistes contemporains s'en souviennent. Je reviendrai à l'oiseau dans l'espace. Les coques qui s'égosillent, l'exposition commençait comme ça, par la blancheur de l'atelier et tous ces coques. C'était simultanément un temple et un laboratoire de l'art. Il est né en Roumanie, à Obița, en Oltenie, Brancusi, et il a fait des études à Craiova, l'école des arts et métiers, et à Bucarest, la fac de beaux-arts. Et puis, il est venu à Paris, mais même s'il a été admis à l'atelier de Rodin, il a quitté très vite en s'excusant « Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres ». Voulant saisir le rythme de la réalité au détriment de ses apparences superficielles, il arrive à une simplification progressive, à un insolite poétique des plus émouvants. La simplicité, dit-il, n'est pas un but dans l'art, mais on y arrive en approchant du sens réel des choses. Dans Le Poisson, j'avais une image du poisson. Bon, je reviendrai. Donc, dans Le Poisson, il est dépourvu complètement, ce poisson. Il n'a ni nageoire, ni écaille, ni rien, mais c'est lui qui fend la vague. Dans Le Poisson, qui n'a ni écaille ni nageoire, l'artiste a surpris la vitesse de son mouvement à travers l'eau, l'étincelle de son âme. Et en 1907, il y a une grande sculpture, La Prière. C'est une première grande sculpture de Brancusi, et c'est l'une des sculptures qui ont renouvelé l'art. L'une des, hein, il y en a beaucoup. Mais voilà, cette prière de Brancusi, elle a circulé. D'abord, une femme nue dans un cimetière, parce que c'était une commande pour un cimetière de Buzău. C'était une grande nouveauté, comme ça, une sculpture d'une femme nue. Mais il n'y a rien de... C'est le geste qui compte, et c'est une sculpture très appréciée. Prière, elle était déjà d'une émouvante simplicité. Le succès des oiseaux, par exemple la maiastra, il y a ce terme maiastra en roumain, donc cet oiseau merveilleux qui peut guérir, qui peut faire revenir de la mort vers la vie, revenir vers la vie.
Donc, c'est un terme qui existe parmi tous les spécialistes des arts. Il est resté tel quel, le terme roumain, grâce à cette sculpture de Brancusi. Et puis, il y a l'oiseau d'or, le coq, l'oiseau dans l'espace, je l'ai dit, et du bestiaire qu'il impose dans les salons parisiens et américains. Pour le premier salon parisien, il apportait ses sculptures dans une brouette. Il n'était pas depuis longtemps à Paris et il a voulu quand même y être. Mademoiselle Pogani, le modèle, c'était une femme artiste, une dame artiste qui n'habitait pas très loin, donc il connaissait, c'est Margit Pogani. Et cette demoiselle Pogani, Jean Arp, il l'appelle la féerique grand-mère de la sculpture abstraite. Voilà, je vous fais... Non, parce que lorsque je parle, je vais les montrer quand je parle. Donc, il devenait l'une des plus admirées demoiselles du monde. Brancusi a suivi la pensée de la matière pour s'approcher en taillant et en simplifiant, s'approcher du sens réel des choses. Son atelier de l'impasse Ronsin, fréquenté par Apollinaire, Tristan Tzara, André Salmon, Blaise Sandrard, Éric Satie, Modigliani, Maxime Duchamp, Jean Cocteau, Raymond Radiguet. Ils ont même fait une escapade en Corse et dans le sud, Brancusi et Radiguet, comme ça, Radiguet tout jeune. Paul Morand, Raymond Queneau, Ezra Pound, qui est ce poète américain très, très important pour le lancement de Brancusi aux États-Unis surtout. James Joyce, qui est venu dans son atelier, je le dirais. Et puis Benjamin Fondan, qui est mort à Auschwitz un peu plus tard, mais il écrit à Brancusi des lettres superbes, peu avant quand même son emprisonnement. Et puis Milița Petrașcu, qui était... et puis Eugène Ionesco lui-même. Il raconte avec beaucoup d'humour dans ce volume Notes et contre-notes, j'y reviendrai, sa rencontre avec le vieux Brancusi qui était un peu méchant, enfin c'était une gloire. Et Ionesco, il commençait à se faire connaître par ses spectacles, mais le fragment de Notes et contre-notes, il est bien intéressant sur ça. Donc cet atelier a été pendant une trentaine d'années un laboratoire des arts et des lettres. Le sage de Obița, on l'appelait comme ça, Brancusi, et appelé par Salmon le Mallarmé de la statuaire, a su conjuguer dans sa cosmogonie valeurs archétypales et avant-gardistes, réflexion, lecture, propos, technique, et contribuer largement à la révolution artistique et spirituelle de la première moitié du XXe siècle. Et je cite Raymond Queneau, lui a dédié entre autres une poésie, et il dit « L'atelier a trouvé refuge dans un musée, mais le sculpteur arpente le passé, il est avec nous et regarde s'envoler dans le ciel de Paris un coq énorme, un oiseau filiforme, un oiselet rond comme une pomme, qui vont saluer le monde comme nous saluons Brancusi. » Et je vais vous dire que j'étais très très émue dans cette exposition en pensant de ce qu'on voyait à la fin. Il y avait les oiseaux et la maillastra, tout ça, et puis le ciel parisien. Là, c'était vraiment l'atmosphère de Queneau. L'atmosphère parisienne et ses relations entretenues pendant de longues années ont enrichi son horizon spirituel. Selon Mircea Eliade, toujours lui, la rencontre de Brancusi avec les créations de l'avant-garde parisienne ou celle du monde archaïque de l'Afrique a conduit à un mouvement d'intériorisation. Et je cite Eliade, il dit « C'est à Paris que Brancusi a découvert ses racines roumaines. » Notre Panaït, lui, quand même, il est venu à l'atelier mythique plus tard que d'autres. Le vieux maître l'a aidé pour avoir une documentation pour les haïdouks. Il a surtout caressé le coq. Et c'est Marga, sa femme, qui le raconte. Il raconte les souvenirs de son mari, c'est pas directement. La scène est racontée par Marga, interrogée par Corina Kostopol, que nous avons reçue à Bucarest dans une réunion Istrati. Marga, quand il est allé chez Brancusi, au lieu de bonjour, celui-ci lui avait dit « Tu es le premier communiste qui passe mon seuil. » Corina,
comment se sont-ils rencontrés? Donc, elle passe sur ça. Comment se sont-ils rencontrés? Bien sûr, ils avaient entendu parler l'un de l'autre. Conformément à son habitude, Panaït était attiré par la maison d'un artiste. Ce qui lui a paru le plus beau, le plus significatif chez Brancusi, a été l'œuf. Il y a eu beaucoup de blagues aussi à propos de l'œuf. Il y en avait qui se moquaient à Paris, tout ça. Mais lui, il a été impressionné. Brancusi lui a répondu « Je ne peux qu'en être content, vas-y, caresse-le ». Et Panaït continua. Il me regardait, les sourcils froncés, car il savait qu'il remarquait que je ne pouvais pas toucher cet œuf. Ma main s'était arrêtée à une distance de 10 cm et je le caressais comme ça. Il me fixait d'un regard espiègle dolténien. Donc l'Oltenie, c'est cette région à l'ouest de Bucarest, et lui, il était originaire de là. Donc Obița Craiova est la capitale de l'Oltenie. Tu peux citer la dédicace. C'était les Haïdouks, en français. Et avec la dédicace, on la retrouve dans le fonds Brancusi, qui est à la bibliothèque Kandinsky, au centre Pompidou. Donc, il y a à Bucarest aussi des traces de ça. Donc, il dit Brancusi, à Brancusi, Haïdouk de ces montagnes de rêve. C'est ça, la belle dédicace d'Istrati. Heureusement, ce bouquin existe, il n'a été substitué par aucun corbeau, dit Marga. Et il se trouve où? Je crois qu'il se trouve au musée. Donc, c'est le musée de la littérature roumaine. Nous y étions lors du dernier colloque à Bucarest. Oui, la dédicace a pris tout son sens pour le prince paysan parisien, car il avait écrit lui aussi une petite histoire de Haïdouk, Brancusi. Il y a quelques écrits, et là, ce qui était bien dans cette dernière exposition, c'est qu'on a réuni dans ce petit volume des écrits d'Istrati. Mais à propos des Haïdouks, il n'y a que le début. Donc je vous dirai 2 mots sur le début, mais je vais la retrouver dans le fonds Brancusi de ce musée. Donc, la revue américaine, donc la dédicace, et la revue américaine The Squatter a publié en 1925 un supplément artistique dédié à Brancusi. Et c'est Irene Codreanu, c'est une de ces jeunes roumaines qui ont travaillé dans l'atelier et écoutaient et sa sœur, Lisica, elle faisait des danses, parce qu'elle était étudiante comme ça en chorégraphie. La sculptrice ayant bénéficié des conseils qui l'aident à réunir le matériel pour ce numéro spécial. 40 photos de ses œuvres, la reproduction de ses dessins, les aphorismes recueillis par elle-même et une historiette de la production littéraire de l'artiste qui s'appelle Histoire de brigands. Un texte manuscrit en roumain conservé dans le fonds Brancusi à la bibliothèque Kandinsky et le reflet de cette expérience. L'historiette commence par une poule couveuse dérangée par un homme qui se fâche. C'est cette poule qui se fâche irrémédiablement. C'est pourquoi que de nos jours, explique Brancusi, que les poules qui couvent les œufs se fâchent à nous crever les yeux. Donc c'est dans ce volume. Le numéro 12 des cahiers Panaït Istrati, dédié aux femmes de la vie et de l'œuvre de notre auteur, a le mérite d'avoir publié en français cette interview de Marga et son regret pour le manque de suite de cette si riche rencontre. Non, Panaït n'a revu ni Matisse ni Brancusi, malgré le fait qu'ils avaient juré de se revoir. Le hasard a fait qu'il ne les a plus revus, comme tant d'autres. Merci à Marta Popovic, notre collègue, d'avoir traduit ce fragment, cette interview de Marta. Et parmi les écrivains dont je citais, reçus dans ce sanctuaire de la nouvelle sculpture européenne, Apollinaire a remarqué Brancusi dès 1912 comme un sculpteur très délicat et très personnel, dont les œuvres sont parmi les plus raffinées. C'était un article de l'Intransigeant. Et l'auteur d'Alcool ne lui a pas dédié un poème, mais il le rattache à l'école cubiste dans son livre un peu théorique, Peintre cubiste, méditation esthétique. Ce qui n'a pas très contenté Brancusi, parce qu'on connaît bien l'entêtement de garder sa voix personnelle, indépendante,
Et il répond, je ne suis ni surréaliste, ni cubiste, ni baroque, ni autre chose de ce genre. Moi, avec ce que j'ai de nouveau, je viens de quelque chose de très ancien. L'amitié avec Apollinaire, donc elle ne peut pas se maintenir à ce niveau. Et cette amitié est quand même confirmée par le biographe Petre Panda, biographe de Brancusi. C'est un témoignage de 1939. À Paris, j'ai eu comme ami Matisse, Éric Satie, il allait partout avec le compositeur Satie, Modigliani et surtout Apollinaire, dont la mort a été un désastre pour l'art moderne, dit Brancusi. Peu de personnes comprenaient ce que je voulais, et parmi les rares, Guillaume Apollinaire. Vous savez bien qu'Apollinaire a été blessé à la guerre, il a fait une opération de trépanation, il y a le tableau de Picasso avec sa tête bandée, tout ça, et il est mort en 1918, donc à l'armistice, à peu près les jours de l'armistice. Lucian Blaga, le philosophe et poète romain, il a dédié le poème Maiastra à l'oiseau sacré de Brancusi, qu'il appelle un chant qui vole au-dessus des vivants et des morts. Et Tudor Arghezi aussi, il a remarqué, il n'était pas dans l'atelier, mais en Roumanie, il parlait de Brancusi. Il avouait son émotion devant ces métaphores en pierre qui perdent leur poids et vous poursuivent comme des souvenirs secrets. Dan Botta, un autre poète roumain et ami de Brancusi, nomme la carrière du sculpteur une conquête de la lumière. Un marbre de Brancusi, je le cite, est un marbre vivant qui conserve la caresse matérielle et l'adoration des mains du sculpteur. La tension fluide avec laquelle il la pénètre et la modèle dans son esprit. Et plus loin, la colonne est une statue abstraite, la colonne sans fin de Brancusi, je reviendrai. Donc la colonne est une statue abstraite de l'homme, l'image de sa propre proportion. Harmonie de nombre, de cadence, de force et de loi, toute colonne renferme une cariatide. Et puis sur l'oiseau d'or, qui est la figure presque immatérielle du vol, cet ovale parfait. La mélodie de cette courbe était l'image d'un culte ancestral, symbole de la fertilité, forme rituelle du monde. Ça, c'est dans les écrits d'Anne Botta, de 1968. Tristan Tzara a fréquenté l'atelier de Brancusi vers 1920-1930 et les manifestations Dada ont eu des échos dans Jeune fille sophistiquée, Little Girl, la coupe de Socrate. Et Tzara considérait la sagesse de la terre. J'avais une image de la sagesse de la terre. J'espère la retrouver. Oui, j'y arrive. Donc il considère cette sculpture, la sagesse de la terre. Je la ferai circuler aussi, merci Dana. Voilà. Elle a été très surprenante. Donc la sagesse de la terre est la première tentative de réaliser une idée fluide dans la matière dure. Au Festival Dada de Paris, Brancusi a vu la pièce de Tzara qui s'appelle Deuxième aventure céleste de M. Antipyrine. Et même, en 1922, il a signé la résolution du Congrès de Paris qui séparait Breton et Tzara. Et Brancusi a ajouté avec sa signature « En art, il n'y a pas d'étrangers ». Et c'est Ezra Pound, l'Américain, qui a fait connaître Brancusi en Amérique dès 1921, ayant compris parmi les premiers le rôle joué par sa poétique dans la configuration de l'esthétique du modernisme et même dans le choix des stratégies littéraires du XXe siècle. Après l'Ulysse de Joyce, le poète, l'écrivain plutôt, parce que Ulysse n'est pas une poésie. Donc, il se sépare, le poète Ezra Pound se sépare de Joyce, n'acceptant pas le danger de saper la tradition par une amnésie culturelle et historique dans l'élan avant-gardiste du modernisme. Moi, aujourd'hui, elle a grande tendance, malheureusement, contre-culture, et je pense que
on a une problématique un peu pareille à ce qu'on raconte ici. Et toujours, Ezra Pound a écrit dans son livre Guide to Culture, un guide culturel comme ça, ses idées esthétiques de 1938. Il définit la culture comme ce qui persiste fermement dans la conscience et s'est assimilé complètement dans le comportement et les réactions. J'imagine, il dit, j'imagine Brancusi tout absorbé par l'idée d'une forme pure, affranchie de toute pesanteur terrestre. Et dans l'article de The Squatcher de 1925, il renchérit « Il n'existe peut-être pas d'artiste plus aimé, plus respecté et plus apprécié que Brancusi ». Donc là, il le met sur son piédestal. Sa proposition antérieure de faire un livre sur lui n'avait pas été agréée par le sculpteur. Et il y a une lettre du 14 octobre 21 qui le confirme. Pound lui écrit « Caro mio », parce qu'il vivait déjà en Italie. « Caro mio, j'étais bête vous proposer ce sacré livre. Je regrette beaucoup que ça vous a empêché de travailler. Je l'ai remis au calendrier grec. Remis. On est tellement stupide. On veut être amical, aider les étoiles circuler, aider le ciel. Aider le soleil. Pardon. Le poète américain n'a jamais achevé ce livre qu'il voulait écrire, mais en 1957, il republie l'article en italien. Les allusions aux sculptures de son ami de Montparnasse et aux symboles qu'elles peuvent dégager n'ont cessé de réverbérer dans sa poésie jusqu'au dernier cantos, dernier volume de poèmes, où il dit « L'oiseau de Brancusi dans le creux du pin quand la neige était comme la mer ». Et c'est toujours Ezra Pound qui, en 1928, fait venir à l'impasse Ronsin, dans l'atelier de Brancusi, James Joyce, intéressé par un dessin destiné à l'édition parisienne de Finnegan Wake. Et sur les 6 croquis, Brancusi lui fait 6 croquis, dont il y a 2 qui sont célèbres. Donc ces 2-là, il y a un qui est très abstrait. Il était dans l'exposition Brancusi, je ferai circuler. Et puis un autre, un portrait de Joyce vu à sa manière, si vous voulez les faire circuler. Sur les 6 croquis, il y a 2 célèbres. Celui abstrait, emblématique, intitulé Symbole de Joyce. L'auteur d'Ulysse, il reconnaît que l'idée, Joyce reconnaît que l'idée de spirale labyrinthique qui est là existe dans son œuvre et elle s'apparente aux entrelacs des manuscrits irlandais du Moyen-Âge qu'il appréciait. À son tour, Joyce avait compris que ce berger des Carpates roumaines avait contribué largement à la grande révolution de l'esprit du premier quart du XXe siècle. Dans la plupart des éditions, même l'édition roumaine, la traduction en roumain d'Ulysse de Joyce, il y a ce deuxième portrait de Joyce fait par Brancusi. Et il paraît que la réaction du papa de Joyce en Irlande, en recevant l'exemplaire avec pas roumain, mais un exemplaire de son livre avec ce dessin, ce portrait, il avait dit « Ah, je ne savais pas qu'il avait tellement changé, mon fils ». Donc, il y a le Brancusi aussi. Paul Morand se rend en 1926 dans l'atelier de Brancusi sur l'invitation de Marcel Duchamp pour écrire la préface du catalogue de l'exposition Brancusi à New York. Le portrait mémorable qu'il lui fait évoque avec piété les bâtisseurs des cathédrales, ses frères. Et il dit « Il a leur conscience, leur respect de la matière, la joie de vivre et de créer ». Et Morand place Brancusi, je cite, « en un lieu qui n'est qu'à lui, entre 2 pôles, entre l'art le plus primitif et l'art moderne le plus extrême ». C'est dans son livre Papier d'identité de 1931. Mais je veux ajouter que Paul Morand, il est revenu à Bucarest. Il a été ambassadeur lorsque les communistes ont fermé l'Institut français de Bucarest. C'était Paul Morand encore le directeur à cette époque-là. Donc lui, il a dû revenir en France. Mais il a écrit sur Bucarest plein de belles pages.
Mircea Eliade a réuni avec Petru Comarnescu et Ionel Gianu des témoignages sur Brancusi, Paris Artet 1982. Ils remarquent tous les trois la grande pureté morale du sculpteur, la sévère discipline d'artisan et sa soif de s'élever jusqu'aux hautes valeurs de l'existence. Et l'historien des religions, donc Eliade, appelle la colonne sans fin de Brancusi la colonne du ciel, qui soutient la voûte céleste. Donc c'est un axis mundi qui assure la communication entre terre et ciel. Cette croyance archaïque se retrouve dans les chansons rituelles de Noël, ce qu'on appelle colinde en roumain, et puis, qui continue, obsédé par l'essence du vol, Brancusi a opéré une transmutation de la pesanteur à sa négation, le vol. C'est un peu ça, ces oiseaux-là, ils volent. Ils volaient vraiment dans l'exposition de cet été. L'auteur de la cantatrice chauve, donc Ionesco, estime que son compatriote avait assimilé toute l'histoire de la sculpture, l'avait dominée, dépassée, rejetée, retrouvée, purifiée, réinventée. Il en avait dégagé l'essence. Et il raconte avec humour leur première rencontre à l'impasse Ronsin. La malice de ces deux Romains les plus célèbres dans le monde, bon, c'est relatif, mais on peut le dire, et ceci grâce à la France, évidemment, tous les deux. Ionesco, d'ailleurs, sa maman était française. Donc, je disais que la renommée, la malice de ces deux Romains les plus célèbres dans le monde, grâce à la France aussi, nous rappelle le Danube et la Dâmbovița roumaine. Note et contre-note, dans ce chapitre au-delà du théâtre, qu'il appelle Portrait anecdotique de Brancusi, le futur académicien Ionesco a même fait représenter la cantatrice chauve dans l'atelier mondain. Donc au début, vous allez voir la tension qui s'installe entre eux, mais on finit par faire une représentation de Ionesco dans cet atelier mythique de Brancusi. Et je voudrais vous lire un tout petit peu de comment Ionesco présente les choses. Un soir d'hiver, j'étais allée rendre visite à Istrati. Istrati, ce n'est pas notre Istrati, c'était le légataire universel et le collègue de Brancusi, qui était un sculpteur, un artiste lui aussi, et ils ont eu les legs, ils ont été les donateurs universels, donc ils ont eu beaucoup de matériel. Il y a un livre énorme, Fulton, et puis les deux, Natalia Dumitrescu et Istrati, qui ils ont parlé évidemment de tous ces legs, de tout ce qu'il a laissé Brancusi. Donc quand il dit Istrati, c'est pas le nôtre. Donc il dit, j'étais allé rendre visite, c'était à côté de l'atelier de Brancusi, à Istrati. Nous étions tranquillement assis autour du poêle lorsque la porte s'ouvrit. Brancusi entra. Un petit vieillard de 80 ans, le gourdin à la main, de blanc vêtu, coiffé d'un haut bonnet de fourrure blanche, une barbe blanche de patriarche et naturellement les yeux pétillants de malice. Comme le dit si bien la formule. Il s'assit sur un tabouret, on me présenta. Il fit, Ionesco, hein, et il fit semblant de n'avoir pas compris mon nom. On le lui répéta 2 ou 3 fois, puis me montrant du bout de sa canne, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est auteur dramatique, répondit Strati, qui l'avait pourtant bien prévenu. Hein. Il est quoi? Demanda Brancusi. Il écrit des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre, s'étonna Brancusi. Puis, s'en tournant triomphalement vers moi et me regardant en face, moi, je déteste le théâtre. Je n'ai pas besoin de théâtre. Je l'emmerde. J'emmerde le théâtre. Moi aussi, je le déteste et l'emmerde. C'est pourquoi j'écris, pour m'en manquer. C'est bien l'unique raison, lui dis-je. Il me regarda de son œil de vieux paysan rusé, surpris, incrédule, et il ne trouva pas sur le champ une réplique assez offensante. Il revint à la charge au bout de 5 minutes. « Que pensiez-vous de Hitler » me demanda-t-il. « Je n'ai pas d'opinion sur la question » répondis-je avec candeur. Là, je dois préciser quand même que Ionesco, il
Il avait aussi des origines juives israélites, que sa maman, Thérèse Ipcar, elle venait d'une famille comme ça. Donc, évidemment, il ne va pas commenter Hitler. Je n'ai pas d'opinion sur la question, lui répondis-je avec candeur. C'est un brave homme, s'écria-t-il, comme pour me lancer un défi. Un héros, un incompris, une victime. Puis il se lança dans une extraordinaire métaphysique confus, l'éloge de l'arianisme. Estrati et sa femme, pour irriter ses interlocuteurs, prenant le contre-pied de ce qu'ils croyaient être leur pensée. Il avait tour à tour manifesté tantôt sa détestation du nazisme, tantôt celle de la démocratie, du bolchevisme, de l'anticommunisme, de l'esprit scientifique, du modernisme, etc. Donc là, il continue Ionesco de cette manière là, j'avais cité un peu ce qu'il dit sur la prière, sur les grandes sculptures de Brancusi, et la bonne relation a continué jusqu'à la représentation, comme je vous disais, de la cantatrice chauve dans l'atelier. Alain Bosquet a traduit le vol exprimé par Brancusi en poésie. L'oiseau concret devenu abstrait, l'oiseau idéal comme un esprit, donner du mouvement à une pesée, inventer le vol d'un corps, faire un corps qui vit. C'est dans un volume qui s'appelle La table du silence. D'après la sculpture, il y a le complexe Brancusi à Târgu Jiu. Lui, il est allé à Bucarest, on a fait de grandes cérémonies pour l'inauguration de ces monuments, parce qu'il y a la colonne sans fin. C'est dans la ville de Târgu Jiu où il a vécu un peu, il a étudié un peu Brancusi quand il était très jeune. Donc, il y a la colonne infinie, la colonne sans fin, il y a la table du silence et la fameuse porte du baiser. La porte du baiser est le motif de la porte du baiser. Il se retrouve dans plusieurs sculptures de Brancusi. Ah, j'avais une image, pardon. Ah, pardon. Non, je vais récupérer mon matériel. Donc, la colonne... Ah ben voilà. La colonne sans fin, elle est là. Et la porte du baiser, elle est à l'intérieur. Bon, je veux les faire circuler, ceux-là, merci. À l'intérieur, la porte du baiser. Juste quelques mots pour terminer. Ionesco et Brancusi ont réclamé tous les deux leur indépendance artistique. Et en admettant que le succès est souvent un malentendu, un échec masqué, que l'avant-garde risque de devenir arrière-garde, il y a tous les articles de Ionesco sur ça, et que l'archétype reste jeune. La simplicité reste leur grande règle artistique. Les artistes font des jouets pour les grandes personnes, disait Brancusi, en travaillant. Ionesco a dépouillé l'action théâtrale, voulant un théâtre simple, visuel, enfantin. Doué pour la musique, Brancusi a été chantre à l'église de Paris et a connu par les chorales le folklore des peuples. Ionesco, lui, a fait de la peinture naïve, comme leur ami Rousseau le douanier, sur la tombe duquel Brancusi a gravé l'adieu d'Apollinaire, qui avait été écrit, et c'est lui qui l'a gravé. Le beau poème d'Apollinaire, j'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. C'était une grande poésie, la clé des paupières, et là il a fait une quintessence dans cet adieu publié dans Alcool. Ionesco n'a pas eu le Nobel attendu. Vous savez bien que c'est Beckett qui l'a eu comme créateur du théâtre absurde. Sauf le complexe de Târgu Jiu, Brancusi n'est pas sur les places publiques. C'était son grand rêve, de faire des monuments sur les places publiques. Et puis en Inde, on a voulu faire un temple de la liberté, mais qui a échoué finalement. Ils ont pourtant si bien traversé leur siècle. Et dans le nôtre, les applaudissements qui continuent à la Huchette s'entendent donc.
la cantatrice et la leçon, qui sont représentés encore tous les jours, ces applaudissements s'entendent presque au Centre Pompidou qui célèbre encore et encore Brancusi. Merci à la France de les avoir réunis, de nous avoir réunis. Merci. Merci Mariana. Nous avons introduit à l'art de Brancusi et de d'avoir fait ressortir de l'ombre cette petite anecdote sur la visite d'Istrati à l'atelier de Brancusi. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions à la salle? Évidemment, c'est plus sur l'œuvre de Brancusi que sur Istrati, mais voilà, il y avait peu de choses sur Istrati, mais l'anecdote est drôle. Quand il dit, c'est la première fois que je reçois un communiste chez moi. Telle émotion entre eux deux, je pense que dans cette réunion Istrati, c'était pas. Et surtout le fait que Brancusi a été très présent à Paris cet été-là. J'ai fait bien attention aux commentaires des jeunes, enfin des visiteurs, de tout ça. Ils étaient vraiment émus. Et ils ont fait un grand effort de reconstruire cette exposition un peu selon l'atelier, parce que l'atelier, il avait été avant au musée d'art moderne, et puis à côté du Centre Pompidou, il y avait un bâtiment spécial, mais il est à l'intérieur. Et puis ça a commencé par cette exposition cet été. Je m'excuse si Istrati n'est pas tellement présent dans ça, mais je pense qu'ils se complètent beaucoup. Et ils sont, moi j'ai dit les deux Romains les plus connus dans le monde, je ne sais pas, c'est relatif, mais... Oui. Oui, la rencontre était en quelle année? La rencontre, c'était lorsqu'il est allé avec Marga. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais c'était vers la fin de sa vie. Ça devait être 33, quelque chose comme ça. Il était plus... Brancusi? Istrati. Oui. Il était assimilé. Oui. Assimilé communiste. Oui, ils étaient connus, oui, tous les deux. Mais bien sûr, même si on avait parlé à Brancusi, vous avez vu, il faisait semblant de ne pas avoir entendu, de ne pas connaître. C'est une coquetterie d'artistes finalement. Hein. Je pense qu'ils sont très grands tous les deux. Oui. Bien, mais s'il n'y a pas de questions, on va passer oui, une question. Seulement quelques mots. Vraiment, quelques mots. Je m'excuse pour cette précision qui est subjective, mais je dois, parce que le sujet est Brancusi et Panayiotis Istrati, et parce que Mariana a nommé sa première sculpture non figurative 1907, c'était une commande au cimetière de Buzău. De Buzău, oui. Je suis née là. Et Henri Stiller est enterré à 50 mètres de cette sculpture. Bien sûr, la sculpture, depuis longtemps, depuis les années 30, se trouve dans le Musée national de Bucarest. Depuis les années 30, a été remplacée par une copie. La copie est là. La copie est là, à 50 mètres du tombeau de la crypte de ma famille, où c'est marqué le nom Stiller. Et aussi avec une sculpture non figurative, une sculpture qui ressemble au style brancussien. C'est un sculpteur contemporain de Bucarest. Je le fais avant, sans que je sache que Henri va mourir, inattendu. Et si on fait une fois un deuxième voyage sur les traces d'Istrati, peut-être on va passer à Buzău. Voir à Buzău aussi, parce que c'est pas loin de Bril, hein. Ouais, c'est 100 kilomètres entre Bucarest et
Bril. Bril. Donc c'est tout ce que j'ai voulu dire. On fera un second voyage, Sandra. Voilà. Et, On fera un second voyage. Par contre, maintenant, il faut passer à la communication suivante. voilà. Et je veux dire à propos de Sanda que c'est cette commande qui a été bien payée et elle a permis, avec d'autres aides, à Brancouche de devenir indépendant. Donc d'acquérir son atelier, ses ateliers, de quitter l'atelier de Rodin, etc. Donc devenir lui-même. Et c'était important. Merci.